Bienvenue sur D'Homme à Homme. Dans ce podcast, je donne la parole à des hommes qui, de leur sensibilité, s'expriment dans le monde d'aujourd'hui. Je m'appelle Loïc Gernot et 2 fois par mois, je vous invite à la rencontre de personnalités inspirantes qui nous amènent à porter un nouveau regard sur le masculin. Ces dernières années, nous avons beaucoup entendu parler de sororité, la fraternité. Nous avons grandi avec, devise de notre pays. Mais n'y a-t-il pas un terme qui pourrait rassembler les deux ? C'est la question qu'a été amené à se poser Emmanuel Franz Mercadal, personnage atypique, qui exerce les fonctions d'exécutif coach, psychothérapeute et ostéopathe. Par 19 rencontres et témoignages, il a exploré les principes du féminin et du masculin à travers différents domaines pour en écrire un livre du titre de Liberté, Équité, Adelphité. Avec Emmanuel, nous échangeons sur cette nouvelle formule et les 3 valeurs qui la composent, dans une conversation que j'ai eu beaucoup de plaisir à mener et à réécouter, alliant richesse et légèreté. Vous verrez qu'elle dure un peu plus longtemps que d'habitude, l'échange s'étant transformé sur la fin en discussion spontanée sur la place de l'homme, le féminisme ou encore la sexualité. Bonne écoute. Bonjour Emmanuel. Bonjour Loïc. Bienvenue. Merci. Comment vas-tu ? Quelle est ton humeur du jour, ta météo intérieure ? Écoute, je pense pas d'abord. Je me sens bien, je me sens serein aujourd'hui. Ouais. Merci pour ce partage. Moi aussi, j'ai envie de dire, je suis sur cette même fréquence, on va dire. Bah c'est bien alors. On est ensemble pour ce podcast pour parler de ton livre qui s'appelle Liberté, Équité, Adelphité. Et pour commencer, j'avais envie que tu nous expliques de toi, de ton expérience, de peut-être ce que tu as étudié avant d'aller dans ce terme Adelphité qui peut-être questionnera certains. Comment toi tu définis le masculin et le féminin, puisque Adelphité, si je vois, pour toi c'est l'alliance du masculin et du féminin, et j'avais envie du coup que tu nous exprimes avec tes mots ce qu'est le masculin et le féminin pour toi. Alors effectivement, dans le livre, je reprends un certain nombre de schémas, de tableaux qui nous permettent de bien comprendre ce que l'on entend par énergie du masculin et énergie du féminin. Finalement, chacun a sa propre définition. C'est pour ça que j'ai essayé de trouver quelque chose d'assez consensuel. On a la même équivalence dans le yin-yang, etc., qui nous permet de différencier, mais qui sont pas exactement les mêmes choses. Hein. C'est pas tout à fait. C'est pour ça que j'ai bien différencié les deux. Dans le masculin, on est plus dans une énergie de passage à l'acte, de passage à l'action, et lié autour de la loi, de la règle, des limites, du territoire, de ces éléments-là. Alors que sur l'énergie du féminin, et t'as vu, je parle bien d'énergie, hein, assez prudent là-dessus. On serait plus dans une énergie d'intuition, d'accueil, de sensibilité, d'ouverture. Donc, c'est pas forcément passif au sens où on l'entend du terme, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est plus fin dans l'approche. J'aurais envie de dire, d'une certaine manière, un peu plus cerveau droit pour le féminin. Et avant qu'on poursuive, parce que évidemment, tout de suite, il faut le dire, ça veut dire que nous avons tous de l'énergie du masculin et de l'énergie du féminin en nous, que nous soyons hommes ou femmes. Parce qu'évidemment, il suffit que je dise la première phrase que je viens de dire. Oui, mais moi je suis une femme, mais je passe à l'action. Moi je suis un homme et j'ai de la sensibilité. Oui, voilà, absolument. Donc d'emblée, je préfère le dire. Oui, on a tous nous ces deux énergies. C'est généralement un des ça fait débat, ou en tout cas ça fait réagir à chaque fois, car il y a cette connotation sexuée, et comment on en sort, ou comment on essaye d'expliquer sans tomber dans ces oppositions ou ces associations.
Donc, en fait, il suffit déjà de commencer par dire que c'est une convention, je dirais, de définition, parce que oui, mais pourquoi le masculin ce serait plus l'action franchement, on aurait pu dire que c'est féminin, parce que bon, ouais. Voilà, donc ça s'appelle comme ça. C'est pas nous qui l'avons choisi. C'est déjà, c'est dans ce livre, c'est finalement déjà de faire un petit état de lieu de ce qui existe et sans parti pris, sans jugement, ni dans un sens ni dans l'autre. Et en fait, d'aller explorer ces deux énergies en nous, en chacun de nous, ça nous fait grandir. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, tu vois, dans le sous-titre du livre, j'ai mis Alliance du féminin et du masculin. Et le premier mot a été longtemps débattu. Il y avait beaucoup de gens qui me disaient c'était mieux de mettre équilibre. D'autres me parlaient plus d'harmonie, que j'aime bien ce terme. Et pour moi, cette histoire d'alliance, elle est plus importante parce qu'il y a une démarche volontaire, consciente, d'associer l'un à l'autre sans présager de la proportion. Parce que dans l'équilibre, il y a une idée de la proportion 50-50 qui me paraît complètement inappropriée. Et puis surtout, pas du tout vrai. C'est-à-dire que dans la nature, ça n'est jamais comme ça. Et même si on peut avoir, à titre individuel, des tendances plutôt d'être ancré dans le féminin ou plutôt d'être ancré dans le masculin, de toute façon, on sera traversé par ces deux types d'énergie à tour dans notre vie, quoi, selon les circonstances, même dans une même journée. Donc, c'est quelque chose qui est pas figé. Et le terme d'alliance amène, je trouve, une forme de dynamisme comme ça. De dynamisme, de mouvement, d'énergie. Ouais, c'est ça. Et dans une des interviews, dans la première interview qui est passionnante, donc c'est une suite de 19 interviews de gens qui ont un métier qui les amène à être confrontés à l'aide à l'autre, et donc de voir comment ils ont géré leur propre alliance du féminin masculin dans leur propre vie et puis après dans leur métier. Et ce premier invité est un spécialiste de la Chine ancienne et donc qui nous explique ce fameux dessin du yin-yang, en me disant qu'en fait, et c'est quelque chose dont j'avais pas conscience à ce point, qu'en fait cette image-là n'existe pas dans la vraie vie parce que c'est jamais figé comme ça, et qu'il faut vraiment imaginer cet idéogramme comme vivant et en permanent mouvement. Et lui, il parle beaucoup de danse entre le féminin et le masculin, enfin entre l'yin-yang. J'aime bien, c'est assez juste. Une danse antagoniste, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une obligation de l'un et de l'autre, en fait, quelque part. J'aime bien aussi danse. Ouais. J'aime bien parce que, tu vois, je sais pas, t'as déjà fait du tango argentin? J'en ai fait un tout petit peu ayant vécu un peu en Argentine. Ah ben voilà. Mais moi, j'en ai fait, je sais pas, 6 mois de cours, donc je suis absolument pas capable de danser le tango vraiment. Mais par contre, ce que je trouvais passionnant, c'était que il y avait un dialogue des corps, si tu veux. C'est-à-dire que si tu pseudo-avançais ton épaule, le partenaire en face sentait et donc reculait ce même côté. Enfin, il y avait une espèce de symbiose et donc cette danse antagoniste, en fait, est parfaitement illustrée, à mon avis, avec le tango. C'est quelque chose qui me semble assez, finalement, qu'on retrouve beaucoup dans la vie, en fait, de tous les jours. Hein. On est en couple, par exemple. Les moments où ça coince, c'est quand on n'est pas en train de danser ensemble, quoi. C'est tout, quelque part. Oui, on en parlait dans la précédente saison avec Yannick Laval qui accompagne au tango, et effectivement c'est bien imagé, je trouve, de ce côté-là. Ouais. Et du coup, Adelphité. Adelphité. C'est une rencontre. Tu sais. Moi, je travaille qu'avec les histoires de rencontres. Et la nôtre d'ailleurs est tout à fait agréable. On s'est bien entendu tout de suite quand tu m'as contacté, et j'étais vraiment content de pouvoir échanger avec toi et surtout d'avoir ce regard autour des hommes, mais on en parlera évidemment après, j'imagine. Parce que étrangement, tout ce livre et puis cette démarche-là, elle est
C'est assez étonnant d'ailleurs quand on fait un livre et puis après on s'aperçoit que les gens le prennent autrement que ce qu'on avait prévu. Et c'est principalement des féministes femmes qui sont intéressées et qui ont envie d'aller plus loin, etc. Et qui ont envie d'avoir un regard autre que les femmes là-dessus. Les hommes sont pas si souvent que ça moteurs sur ce thème-là. Et les femmes et hommes qui sont pas du tout sensibilisés au féminisme, alors ça leur passe des années-lumière, c'est étonnant. Alors que moi, j'avais envie pédagogiquement, d'essayer de montrer une autre façon de voir, mais non. Donc là, je suis très très heureux d'intervenir dans ton podcast. Et donc à Adelphité, c'est une rencontre. C'est à un moment donné avec une personne avec qui je travaillais sur un projet de de conférences en ligne, de sommet digital autour du féminin masculin. Et puis me dit, c'est quand même couillon, tout ce que tu me racontes c'est bien, mais il y aurait quand même pas un mot qui résumerait tout ça. Je dis bah non, on le saurait s'il y avait un mot qui. Mais t'as vérifié, elle me dit. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Vérifier? Non, mais je suis sûr de mon coup. Mais bouge pas, je vais quand même vérifier. Et puis je tape ces quelques mots dans le moteur de recherche et je tombe sur Adelphité. Et là, je sais pas, c'est comme dans les dessins animés avec le coup de foudre, le machin. Vraiment, je suis tombé amoureux de ce mot. Il y avait quelque chose qui s'est passé qui a été très fort. C'est comme si toutes ces notions que je portais en moi depuis si longtemps, d'un seul coup, prenaient forme. Et c'est étonnant parce que quand c'est des pensées ou des émotions, c'est quelque chose qui est assez virtuel, assez impalpable. Des concepts. Ouais, c'est des concepts. Et puis là, d'un seul coup, ça se matérialise. Je pourrais presque dire ça. Ça se matérialise par un mot. Et ça, là, je t'avouerais que j'ai compris ce que les gens me disent quand ils ont l'illumination pour une religion ou une autre. J'ai pas cette chance, mais pour moi, ça a été de ce niveau-là, ouais. Ça a été vraiment une rencontre incroyable, fulgurante. Parce que c'est doux. Et j'aspire à tellement de douceur dans notre monde. Alors, en plus, au moment où on est en train de faire ce podcast, la situation internationale est loin d'être pacifiée, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, c'est vraiment une exigence pour moi de mettre de la douceur dans cette vie. Oui, ça résonne. Et est-ce que Adelphité égale fraternité plus sororité, du coup? Ou est-ce que c'est plus que ça? L'idée, alors ce que je comprends dans la définition, parce qu'encore une fois, c'est un mot qui est peu utilisé, il n'y a pas 40 définitions, mais l'idée c'est comme la fraternité et la sororité, mais indépendamment de la question du genre, et d'une certaine manière, ce que je comprends, c'est que ça transcende les deux notions de fraternité et de sororité. C'est inclusif et transcendant, c'est-à-dire que pour moi, ça va au-delà. C'est pour ça d'ailleurs que dans le livre, je l'ai ouvert à plein d'autres choses que la pure sympathie entre frères ou entre sœurs ou entre frères et sœurs, finalement, qui aurait pu être simplement une discussion symbolique ou philosophique, et ça aurait suffi. Et pour moi, ça transcende, ça veut dire que c'est un projet de société, quoi. Je peux pas te dire mieux. C'est pour ça que je l'ai mis, j'ai modifié la devise républicaine parce que vraiment, c'est un projet de société. C'est les bases de notre projet de société. Ouais, en lisant ton livre, moi, j'ai ressenti un art de vivre. Ouais. De cette alliance. Ça me va bien, l'art de vivre, parce que c'est-à-dire c'est pas une méthode pour vivre, mais c'est un art, c'est-à-dire qu'on l'adapte, en fonction de nos intuitions, de nos talents, ouais, c'est un art de vivre. Ouais, j'aime bien, ça me va bien. Ça résonne. Oui, et dans ton livre, il y a un côté très holistique, j'ai trouvé aussi. Du coup, donc comme pour y revenir, effectivement, c'est 19 interviews où t'abordes l'Adelphité dans différents domaines. Et donc du coup, c'est pour ça aussi que ça a résonné ce mot art de vivre. Comment ces rencontres elles se sont faites? Il y avait une partie que tu avais déjà en place et d'autres qui
Oui, c'est pour ça que dans chaque interview, alors écrite, parce qu'en fait la petite particularité du livre, donc pour les téléspectateurs, comme dirait Les auditeurs, oui. les auditeurs, n'ont pas forcément l'élément, le livre sous la main. Il y a d'abord l'interview qui est écrite, et donc vous pouvez la lire, etc. Et en parallèle de ça, au début de chaque interview, il y a un petit lien QR code qui nous permet de voir l'interview en intégralité, en vidéo. Ce qui permet de voir, c'est-à-dire c'est très étonnant. La plupart des gens qui le lisent me disent, on n'a pas le même ressenti en lisant l'interview qu'en la voyant en vidéo. Pas que ce soit diamétralement opposé, mais les subtilités sont très différentes. La compréhension est différente et surtout la reconnaissance de l'autre. Donc altérité, elle est ici aussi très intéressante. Donc il y a vraiment des éléments qui sont à voir en vidéo aussi, les mimiques des uns des autres. Moi, je trouve ça hyper passionnant. Et donc, dans chaque interview écrite, j'ai recontextualisé un petit peu la façon dont j'ai connu chaque personne. Et c'est très différent. Il y a des gens que je connaissais depuis longtemps, et certains sont des amis. D'autres sont des gens que je côtoyais, mais sans avoir trop approfondi. Et puis d'autres, des gens que je connaissais pas du tout, enfin, personnellement, mais qui m'ont beaucoup inspiré. J'ai en tête l'interview de Thierry Janssen qui encore aujourd'hui me bouleverse, donc qui a été une vraie révélation pour moi. Et voilà. Et ça fait partie de tous ces personnages-là qui baignent mon quotidien. Tu sais, quand on est dans le milieu du développement personnel, on voit beaucoup de choses passer, mais en même temps, on n'a pas tant que ça l'occasion d'approfondir les relations. C'est pas si simple. Tout à fait. Et là, ça n'a été l'occasion. Je crois que c'est peut-être en finale assez économique. Ça m'a permis de prendre du temps pour connaître ces personnes-là. Oui, en même temps, j'ai envie de dire, si tu as pris un plaisir et tu peux nous communiquer ce plaisir et ces inspirations, c'est peut-être aussi là où c'est une façon de passer un message, en tout cas ouais, il y a un ton très familier d'ailleurs dans ton livre. Tu l'as voulu comme ça. Alors, je l'ai voulu, oui. Tu sais pourquoi? Parce que très rapidement, quand on parle de sujets un peu sérieux, on dit un chien. Et ou en tous les cas sérieux. Et j'avais pas forcément envie que les gens s'endorment. Et puis surtout, une forme d'humilité. Voilà, je suis pas philosophe. Je suis pas écrivain non plus à l'origine. Et je voulais quelque chose qui soit assez parlé, assez facile, et surtout d'un point de vue pédagogique, je voulais que mes enfants puissent le lire et le comprennent, et que ça les fasse réfléchir, que tous les gens qui sont pas du milieu du développement personnel l'abordent. Alors malgré ça, hein, c'est a priori encore un peu dense en termes d'information pour beaucoup d'entre les lecteurs, qui me font des retours que parfois il faut s'accrocher sur certaines interviews qui sont un peu pointues. Bon, voilà, mais c'était volontaire que ce soit assez familier, assez direct, assez. Faut que ça parle au cœur, quoi, tout de suite, pas à la tête. Oui, ça me fait penser, du coup, je crois que c'est à travers plusieurs interviews, ou peut-être notamment une où il y a ce côté masculin-féminin, il y a ce côté tête et corps, et justement le cœur. Est-ce que c'est pas la clé de tout ça? Ah bah oui, tu me fâches convaincu. Mais je dois bien dire que ma tête, comme tous les zèbres, elle est en ébullition permanente concernant, donc je peux pas la nier. Et puis je suis bien obligé de faire avec ce corps que j'ai pas choisi et qui est là et qui me porte qui m'ancre finalement dans la terre, dans la vie matérielle. Et donc le cœur est fondamental pour moi, mais justement j'essaye d'imaginer les deux autres éléments, cet alignement tête-corps-cœur qui nous permet d'être accompli à un moment donné. Mais oui, le cœur, c'est la pierre angulaire. Je pense que c'est juste ce qu'on a oublié dans notre société. Ils se sont plantés, ils ont oublié un morceau. Tu sais, ils ont pas fait le stage IKEA complet. Et donc, voilà, il y a des moments, on a envie de leur dire, de dire à tout le monde, mais juste revenez à la base, de parler un peu avec votre cœur. Et bon,
Voilà. Comment t'as rencontré ton masculin et ton féminin? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es penché tu as ressenti ces énergies et tu t'es penché sur cette thématique? Finalement, j'ai été assez conscient rapidement dans ma vie que j'étais un homme, enfin en tous les cas un mâle, et donc j'ai bien un corps d'homme, mais par contre j'ai toujours eu une hypersensibilité et voire même un féminin complet, hein, je dirais très 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 développé, beaucoup plus que le masculin, avec une vraie difficulté à rentrer dans ces carcans du masculin, de posture, hein, finalement, et ça m'a joué des tours. Donc il y avait vraiment cette confrontation entre ces deux extrêmes de mon corps masculin et de mon cœur féminin, en quelque sorte, et avec cette tête qui se posait des questions en permanence et qui me rendait pas heureux, en fait, pas heureux du tout, parce que perdu sur comment réunir tout ça, en fait, en une seule et même personne, quoi, une seule et même entité. Et c'est justement, il y a dans la dernière interview là avec Françoise Bossan, qui est une amie et qui est chamane aussi et qui m'a bien aidé à un moment donné de ma vie, où je me suis retrouvé, l'image qu'elle m'a sortie, mais que j'ai trouvé tellement juste à cette époque-là. J'étais vraiment, j'avais un tsunami de féminin en moi, et qui m'a perdu totalement. C'est-à-dire, je suis parti en dépression. Ça a été très 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 douloureux à vivre, pour plein de raisons, hein, mais et à ce moment-là, en fait, j'ai compris que m'assumer, c'était pas seulement assumer mon féminin, mais c'était de nourrir ces deux parties de moi, ces deux énergies en moi. Donc j'avais oublié de nourrir le masculin, en fait, tu vois, parce que je voyais la noblesse du féminin et que ça me correspondait plus. Et d'une certaine manière, j'y avais opposé mon masculin. Parce que, en gros, je préférais mon intuition à mon intellect, parce que je préférais la sensibilité au bourrinage. Voilà, je peux pas te dire mieux. Et donc, j'avais un jugement, si tu veux, dans ma tête, qui était en faveur du féminin, des énergies du féminin, et un jugement donc en défaveur effectivement des énergies du masculin, que je trouvais grossières, que je trouvais brutales, que je trouvais violentes, et elle porte cela en elle en partie, mais les énergies du féminin ont leur dark side aussi, hein, donc n'en pas douter. Et je l'ai malheureusement éprouvé, et c'est en éprouvant ce dark side du féminin, cette chute, hein, dans la dépression, et que j'ai compris, grâce à Françoise Bossan, la chamane, qu'il était bon de nourrir ces deux aspects de sa vie, et comme disait Cyril Javary dans la première interview, c'est les deux faces d'une même pièce. Et personne ne nous demande en fait en vrai de choisir. Alors la société nous incite à choisir entre les deux, mais en vrai, dans l'absolu, personne ne nous oblige à choisir entre les deux. Oui, mais on a été éduqués à comparer, à opposer. Oui, tout le temps. Et moi, je n'ai de cesse que d'additionner plutôt que d'opposer. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs dans mes métiers, tu vois. J'ai commencé après des études d'ingénieur que j'ai arrêté pour faire de l'ostéopathie. J'ai commencé par le métier d'ostéo, et puis c'était absolument pas possible parce que c'était trop limité. Donc j'ai voulu aller me former en psychothérapie, ce que j'ai fait pendant quelques années. Mais c'était pas envisageable pour moi d'arrêter pour autant d'être ostéo, quoi. C'était pas possible. Et puis après, il m'a fallu une autre dimension plus spirituelle, donc le coaching, et puis plein d'autres choses. Et donc, si tu veux, à chaque fois que je suis un cumulard, moi, à chaque fois que je prends un nouveau métier, j'arrête pas les anciens parce qu'ils font partie de moi, en fait. Des fameux slashers. Et j'imagine que dans toutes ces pratiques, tu viens nourrir toutes tes parts, certaines de tes parts, en tout cas. Ah oui. Ah oui. Oui, alors c'est vrai que dans l'ostéo, on va plutôt nourrir le masculin, d'une certaine manière, je me suis rendu compte avec le temps, puisqu'on passe à l'action, parce qu'on règle un problème, parce qu'on pose des limites physiques, mais en même temps, plus ça va, plus je développe du féminin dans l'ostéo, avec ce côté un petit peu plus émotionnel.
intuitif, émotionnel évidemment, même énergétique, puisque les gens en parlent rarement, mais le magnétisme, ben, on l'a tous en nous. On sait juste pas bien le gérer, mais n'empêche qu'il est là. Et puis à partir du moment où tu touches des gens tous les jours, ce qui est le cas en ostéo, bah, il se passe des trucs qui sont pas rationnels, en tous les cas qui sont plutôt dans le subtil, pas compris toujours. Et j'aime bien aller travailler ça. Et donc ça, c'est du féminin. En thérapie, je peux être parfois, au départ, c'était plus du féminin évidemment. C'est de l'écoute, c'est de l'empathie, c'est de la, c'est des émotions beaucoup. Et puis, bah, plus ça va, plus j'y mets du masculin aussi là-dedans. C'est-à-dire que parfois, je peux être un peu plus directif dans mon travail, que j'y mets de la compréhension et de l'intelligence, ce qu'on fait pas tout le temps dans une thérapie, étonnamment. Voilà, etc. Enfin, voilà. Donc, tu vois, au fur et à mesure, non pas ça s'équilibre, mais il y a une danse qui se met en place à partir du moment où tu nourris les deux parties de toi. Il y a une danse qui se met en place automatiquement, en fait. Tout ça, je te fais un rétro-feedback, mais c'est pas sur le moment, c'est plus intuitif sur le moment. Oui, j'imagine. Et peut-être, du coup, toi, avec ton expérience du fait d'avoir publié ce livre, et j'imagine parler de ces sujets régulièrement, comment on ne fait pas peur aux hommes avec leur côté féminin? Oh là là, le pavé dans la main. Allez, je te laisse. Sympa, le mec. Mais en fait, c'est peut-être dans un premier temps ma plus grande déception. C'est de me dire peut-être j'ai dû louper un truc où je sais pas si mon propos est très audible par les hommes en tant que tel. Déjà, se positionner comme un féministe pour un homme, je me rends compte que c'est assez complexe. Parce que ça sous-entend plein de choses. Ça sous-entend notamment qu'on aurait trahi un peu la cause, quelque part. Bah oui, on est dans un système qui est très patriarcal, et donc qui a pas du tout envie de lâcher cette prérogative-là, même si c'est dans le sens de l'évolution, à mon avis. Mais donc il y a une vraie résistance à cela, mais qui est pas toujours consciente. Les hommes te disent pas, ouais, t'es un traître, t'es plus avec nous, t'es contre nous, puisque t'es avec les femmes, etc. C'est pas aussi basique que ça. Mais il y a quelque chose quand même de sous-jacent que je ressens assez fortement. Et c'est très étonnamment, je le ressens aussi beaucoup de femmes féministes. Tu sais, dans les féministes femmes, tu as plusieurs catégories. Je sais bien que ça se dit pas, mais il y a beaucoup de nuances. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, il y a même des femmes qui n'ont pas nuancé du tout, en vrai. Et des femmes qui sont. À un moment donné, j'ai discuté avec une amie thérapeute qui me suivait d'ailleurs, et puis qui me dit, de toute façon, tu peux pas être féministe, t'es pas un homme, t'es pas une femme. Je dis, ah bon? Quel est le rapport? Je peux accompagner des femmes enceintes, j'aurais jamais ce plaisir de vivre une grossesse. C'est pour autant, je comprends beaucoup de choses quand même, donc je peux quand même aider, non? Oui, tu peux aider, mais tu peux pas t'appeler féministe, etc. Et ça m'avait choqué beaucoup. Ça m'a renforcé dans mon féminisme, étonnamment. Et elle m'avait donné quelques ouvrages à lire qui étaient clairement très intéressants, parce que très déconstructifs du patriarcat. Mais ça s'accompagnait quasiment systématiquement dans ces ouvrages-là d'un anti-mec primaire, très violent. Grosso modo, on n'a plus besoin d'eux pour vivre. Quoi. Et du coup, évidemment, je suis content de les avoir lus, tous ces ouvrages, pour me rendre compte que c'est pas du tout ça que je porte comme féminisme, mais plutôt, je reviens sur ce terme qui peut paraître désuet, mais un féminisme doux, où on s'oppose pas. Où de toute façon il est prévu d'après l'univers qu'on passe un petit moment ensemble. Donc je me dis autant qu'on se passe, ça passe un bon moment, quoi. Voilà. Ça peut paraître basique comme réflexion, mais il y a un côté très masculin à certains féminismes, à ce féminisme un peu parfois extrême. Alors ça, je me suis fait bien rabrouer 2-3 fois dans les débats, parce que je leur expliquais que précisément leur façon de se battre tout court, c'est dans le masculin, dans l'énergie du masculin, et encore plus en excluant l'autre. On est vraiment pour le coup dans le dark side du masculin.
et que au final, elles devenaient des caricatures de ce qu'il faut pas faire, quoi. Et on me répondait, au final, quand j'arrivais à les pousser dans leur retranchement, on me répondait souvent que c'était chacun son tour, en fait. Voilà. Donc tu vois bien que c'est pas par ça que tu peux avancer. Néanmoins, je suis assez doux avec cette violence dans le féminisme. Ça peut paraître paradoxal parce que quelque part, les femmes n'ont pas eu le choix. Faut dire que les hommes, dans le patriarcat, n'ont pas laissé de la place. C'est-à-dire que si les femmes ont pu prendre une place, c'est parce qu'elles l'ont voulu et qu'elles l'ont elles-mêmes creusé cette place. Parce que sinon, on leur laissait pas cette place. Faut être très honnête là-dessus. Donc cette violence, elle répond aussi à une violence que, pour le coup, que les femmes, de manière générale, ont vécu pendant des millénaires, quoi. Et tu as parlé de patriarcat et la place de la femme, ça me fait connecter à une des thématiques que tu abordes plusieurs fois dans le livre, en tout cas à travers différents invités, et aussi que toi travailles, qui est la thématique de l'entreprise. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager comment pratiquer la delphité, j'aurais envie de dire, en entreprise? Bah écoute, j'ai eu pendant pas mal d'années, j'ai eu un investissement j'ai fabriqué avec 2 personnes un think tank autour des new ways of working, des nouvelles façons de travailler, la qualité de vie au travail, etc. Donc je suis beaucoup intervenu. Je t'avouerai que je m'en suis lassé parce que aujourd'hui ça a été récupéré par beaucoup d'entreprises plus pour pour redorer leur image que réellement par conviction. Mais globalement, il y a une tendance qui a quand même pu s'imprimer un peu. On s'occupe pas que de l'efficacité de la performance. Cette entreprise, elle est aujourd'hui principalement axée sur des valeurs du masculin. Je redis ce que je viens de dire, la notion de performance, d'efficacité, de rendement, tout ça, ce sont des valeurs qui sont clairement dans le masculin. Et le problème, c'est que quand on a commencé la QVT, en fait, le bonheur au travail, etc., on a mis les choses de manière forcément un peu exagérée en avant, et ça a créé une espèce d'opposition entre les valeurs du masculin, celles que je viens d'énoncer, et d'autres valeurs plus du féminin, liées finalement aux relations interpersonnelles, c'est-à-dire à l'humanisme, au bonheur, au bien-être, aux intuitions, aux émotions, aux sentiments dans l'entreprise. Et on les opposait les uns aux autres, comme d'habitude, c'est notre habitude sociétale fâcheuse. Et je te confirme qu'une entreprise, si elle n'a pas de rentabilité, elle peut rien faire d'autre. Donc, il n'y a pas de battle en vrai entre les deux. Et donc, les gens dans les entreprises, quand les entreprises allaient bien, pouvaient accepter l'idée de faire intervenir un peu de féminin dans cette entreprise. Mais dès que les difficultés revenaient, on reconcentrait, on virait tout ce qui était secondaire, considéré comme secondaire, pour se concentrer sur uniquement la rentabilité, pour pouvoir sauver l'entreprise. Et au final, en fait, c'est un pas en avant, 2 pas en arrière, quoi, en fait. Puisque quand on a déçu quelqu'un, c'est très très compliqué après de le reconquérir dans la confiance. Donc les deux énergies-là, elles sont comme pour le yin-yang, comme pour le féminin-masculin en chacun de nous, elles doivent danser ensemble. Une entreprise qui serait rentable, efficace, mais qui ne tient pas du tout compte des humains qui la composent, et c'est une hérésie pour moi sociétale, quoi. Ça devrait être poursuivi par la loi, quoi, quelque part. Maintenant, on peut pas non plus tout déléguer à l'entreprise et lui faire porter le chapeau de toute la responsabilité de la gestion des individus. Donc, il faut remettre les choses comme pour l'école, tu sais, l'école, c'est aussi un sujet, finalement, un des rares sujets que j'ai pas abordé dans le livre. L'éducation. Ouais. Oh, j'ai essayé de faire un 360, mais à un moment donné, j'ai dit, bon, on va s'arrêter là parce que... Mais l'école, c'est un vrai sujet.
c'est un sujet sur lequel il y a finalement peu d'ouverture avec la société. Et toi, du coup, tu l'apportes comment dans les entreprises, ces notions? Bah, moi, je m'occupe principalement de la gouvernance des entreprises. Donc, en tant que coach, je me suis spécialisé là-dedans. Du coup, je voulais pas tout faire non plus. Et comment je l'apporte? Simplement en faisant en sorte que les dirigeants des entreprises déjà nourrissent et acceptent les deux énergies en eux-mêmes, quoi. Et en fait, la gouvernance, elle se retrouve très rapidement changée, modifiée en profondeur. Après, on travaille dans la gouvernance, on travaille sur l'identité réelle de l'entreprise, pas celle qu'ils ont cru que c'était, mais les valeurs réelles, la mission réelle de l'entreprise. Et souvent, c'est une découverte pour eux-mêmes. Parce que l'entreprise a une raison d'être, et ça, c'est la loi Pacte qui l'a clairement édicté. Pour une fois que la loi est légèrement en avance par rapport à la société, on va pas s'en priver. C'est pas fréquent. C'est d'habitude la loi entérine la société. La loi quoi, pardon? La loi Pacte, tu connais pas? Non. Ah, c'est une loi qui a été il y a quelques années là à peine, qui a modifié de manière assez profonde la politique RSE des entreprises, et avec des obligations légales. Et donc dans cette loi intervient la notion de raison d'être de l'entreprise. Sous-entendu, le simple fait de gagner de l'argent n'est pas une raison d'être. En fait, l'entreprise, elle sert à bien d'autres choses. Et notamment de lien social, de lieu social, de lien social. Et donc ça c'est du féminin, hein, si je ne m'abuse. Donc donc du coup je trouve que c'est très encourageant, mais on a encore beaucoup de travail pour que ce soit pas en compétition avec la notion de performance, la notion d'argent, de production, etc. Voilà, ce soit. Oui, il y a une phrase, je crois, qui est liée dans ton livre, et je l'avais déjà lu dans un autre bouquin de coaching, qui est de changer, que ce soit plus les humains qui soient au service de l'entreprise, mais que ce soit l'entreprise qui soit au service de l'humain. Oui. C'est un lieu de lien. Donc, servons-nous-en comme tel. Et il y a eu un livre qui m'a vraiment bouleversé. J'avais lu il y a quelques années L'entreprise libérée, peut-être que tu connais, avec Isaac Getz. Le nom me dit quelque chose. Mais voilà, sur le principe qui était assez intéressante, mais ça parlait surtout des cooptes, des coopératives, tu sais, des trucs. C'est finalement assez dogmatique. Ça me paraissait très rigide à lire. Et puis il a écrit un deuxième bouquin là, il y a 2 ans, je crois, qui s'appelle L'entreprise altruiste. Et donc on y est dans l'alliance du féminin masculin dans l'entreprise. C'est exactement ce genre de choses. Et en montrant de la toute petite entreprise à la multinationale pharmaceutique qu'on pouvait modifier de manière profonde l'ensemble de l'entreprise, y compris avec des revenus, de très bons revenus et une magnifique rentabilité, à partir du moment où on avait vraiment une mission explicite et une pensée humaniste. Et c'est possible, c'est pas seulement utopique, même si j'aime l'utopie, il se trouve que c'est rentable aussi. Et c'est enfin ce qu'on arrive à prouver, qu'on peut allier les deux. C'est ça que je trouve passionnant. Pourquoi aujourd'hui je m'intéresse beaucoup à l'entreprise? Pendant un temps, je m'étais intéressé à la politique, tu vois. Puis je t'avouerai que j'ai pris quelques gamelles parce que le monde de la politique est loin d'être feutré, et que au mieux tu vendrais père et mère pour pouvoir aller jusqu'au bout de tes convictions, et au pire, t'as même pas de conviction. Et voilà ce que j'ai rencontré dans ce milieu-là. Donc je me suis désolidarisé de la démarche politique pour aller plus dans les entreprises, où je pense que c'est là où on peut influer le plus, impacter le plus notre société d'aujourd'hui. Pour revenir au titre de ton livre et des 2 autres termes qu'on a en partie évoqués, donc tu parles d'équité plutôt que d'égalité. C'est quoi l'équité? Je sais pas si tu as vu dans le livre, il y a une petite image qui est assez extraordinaire. On peut pas la montrer parce que c'est d'un audio là. Mais en gros, on a 3 personnes de tailles différentes qui sont en train de regarder à travers un mur. Et si on travaille sur l'égalité, eh bien en fait, ils ont tous les 3 le même droit de regarder à travers le mur.
Mais celui qui est grand peut voir au-delà du mur et donc peut voir ce qu'il y a derrière. Et celui qui est tout petit, lui, il se retrouve avec le nez et les yeux sur le mur et donc il peut pas voir de l'autre côté. Et donc ça, c'est l'égalité. Ça veut dire que c'est un prérequis minimum, l'égalité de droit. Mais dans l'équité, on va encore plus loin. C'est-à-dire qu'on inclut cela, cette égalité de droit. Mais on est capable de donner un petit tabouret à celui qui est trop petit et qui voit pas au-dessus du mur. D'avoir un tabouret plus C'est-à-dire, grand. et c'est ce qui nous a amené, d'ailleurs, avec beaucoup de questionnements pour moi, hein, à faire ce qu'on appelle la discrimination positive, notamment soit vis-à-vis des minorités ethniques en France, soit simplement pour un rééquilibrage homme-femme dans les institutions, en politique, dans les entreprises, etc. C'est toujours un questionnement parce que du coup, si on favorise une femme qui n'est pas nécessairement prête, on défavorise un homme qui lui peut être prêt, et donc c'est pas tout à fait purement au mérite. Mais en fait, grâce à cela, on a. Je donne souvent un exemple. Quand j'étais en politique à l'époque, j'étais présenté au municipal la première fois où il y avait cette parité stricte homme-femme dans les conseils municipaux. Donc pour les listes des élections. Et comme c'était la première fois, autant te dire que la plupart des gens qui étaient investis en politique dans la grande ville dans laquelle j'étais étaient principalement des hommes, quoi. Parce que ça fait partie de cette énergie du masculin que d'aller conquérir. C'est vraiment, ça fait partie des éléments. Donc c'est plus naturel pour un homme d'aller à la conquête d'eux. Et donc, on a mis des femmes à 50-50, donc il fallait un homme, une femme, de manière alternative comme ça sur la liste. Et la plupart, allez, 3/4 des femmes qu'on a mis étaient des personnes qui ont bien voulu nous faire plaisir en mettant leur nom. Et qui étaient tout à fait désinvestis. Et c'est étonnant parce qu'à ce moment-là, ça a encouragé les hommes qui étaient plutôt dans une pensée patriarcale de dire « Putain, c'est une connerie leur truc de parité parce que c'est des potiches quoi qu'on met, et les nénettes, elles y connaissent rien, elles sont nulles quoi. » Mais ils avaient raison en plus. C'est ça qui était troublant. Ils avaient raison dans le sens où elles étaient un peu potiches parce que la loi nous l'imposait. Mais il y avait personne qui était identifié comme compétent. Et puis, ce truc-là s'est ancré, 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça doit faire bien 15 ans, facile, que c'est mis en place. Et aujourd'hui, on trouve en politique énormément de femmes qui sont très investies, qui sont très compétentes, qui sont, alors je vais même pousser plus loin, qui sont parfois aussi incompétentes que les hommes. Ça, c'est un bon signal. Et donc, ça a transformé vraiment l'engagement dans la vie de la cité par rapport à avant. Et il a fallu qu'on force un peu ce trait et qu'on travaille sur cette notion d'équité justement. Et donc voilà comment on peut changer les choses en y mettant une action plus volontaire dans la notion d'égalité qui est un peu passive et un peu et parfois qui peut devenir injuste. Ouais, égalité, moi ça me connecte au mot équilibre, alors que équité, ça me connecte au mot harmonie. En tout cas, c'est ce que je ressens. Ça vient connecter, je pense, à l'injustice, à des choses comme ça, mais ouais, harmonie plutôt qu'équilibre, quoi, comme tu l'as exprimé tout à l'heure. Ouais, ou alliance, ouais, mais quelque chose de plus dynamique, ouais, c'est ça. Dans l'équilibre ou dans l'égalité, on entend 50-50. Et en vrai, par exemple, on a une égalité de droit aujourd'hui, et on voit bien, si je veux reprendre le microcosme des entreprises, on voit bien que l'égalité de droit n'amène pas à une égalité de traitement. Et qu'on va être obligé, pour pouvoir obtenir une égalité de traitement, sans doute donner plus d'actions en faveur des femmes que des hommes, pour que ça se rééquilibre un petit peu. Donc il y a besoin qu'on pose des actions plus fortes. Et étonnamment, qu'on mette en jeu dans le féminisme un vrai masculin noble, serein, pour que les femmes et les hommes puissent avoir une égalité de traitement. T'as vu, c'est un jonglage avec tous ces mots. Hein. Oui. Et merci de me donner l'occasion de poser avec douceur tous ces concepts, parce que c'est passionnant, et en même temps, je me rends souvent compte que dans les débats, comme les gens s'écoutent assez peu,
Ça part vite en cacahuète parce que ces notions, elles sont subtiles. Et que on n'est pas, on est tout sauf dans la caricature quand on parle de ce genre de sujet-là. Oui, moi, à travers ton livre, j'ai encore redécouvert des choses, et je sais que j'en ai encore à apprendre, mais en tout cas, merci. Et le dernier terme, c'est liberté. Quel thème. Et T'as combien d'heures sur ton moi, ce qui m'interrogeait sur la liberté, voilà, je crois que il y est dans le livre, et puis bon, on en a beaucoup parlé avec la crise du Covid. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Dans le bouddhisme, on a cette notion de liberté intérieure. Et finalement, la delphité, est-ce que c'est aussi trouver cette harmonie entre les deux, et entre une liberté intérieure et une liberté extérieure? Je l'avais pas vu comme ça. Ça m'intéresse. Ouais. Oui, sans doute que la dynamique de la delphité, elle est là pour nous permettre de nous mettre en cohérence entre cette liberté intérieure et cette liberté extérieure. Ce qui est souvent la problématique vis-à-vis de la notion de liberté, c'est qu'on est persuadé que la liberté, c'est l'absence de contraintes. Et en fait, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je dirais même que la liberté totale et absolue, elle est extrêmement néfaste pour l'humain. On avait eu dans l'éducation, on avait eu cette période post-68 Ardes, là, est interdit d'interdire, etc. Et ça avait donné dans l'éducation des fameux enfants rois. Quelle catastrophe. Ça a été catastrophique pour l'entourage, ça c'est sûr, on voit bien, on imagine bien la scène. Mais en vrai, ce que l'on sait peu, c'est que ça a été des catastrophes psychiques pour les enfants en question. Parce que ce cadre, ces contraintes, entre guillemets, ou cette discipline qu'on s'impose, quand c'est nous-mêmes qui le faisons, nous permettent de transcender notre esprit et de pouvoir après aller chercher plus loin. Donc, étonnamment, l'absence de contraintes est sans doute le pire ennemi de la liberté. Et donc, on revient sur cette notion d'adelphité où on est plus dans une alliance, dans une négociation interne et externe entre nos contraintes et nos désirs. Et ça, c'est intéressant. Et notre liberté, elle consiste à chercher, voir et on espère trouver un chemin entre ces deux extrêmes de nos désirs et de nos contraintes. Si on n'est que dans la contrainte, on voit bien tous ce que ça peut donner. Mais croyez bien que si on était tous exclusivement dans nos désirs, et y compris donc dans nos pulsions, ce serait un joyeux bordel. Hein, je suis pas certain que ce soit agréable de vivre. Hein, en fait. Donc oui, c'est intéressant. Oui, j'avais pas, j'ai pas fait de lien direct entre la delphité et la liberté, mais je te remercie parce que c'est un autre angle de vue. À creuser. Et lors de toute cette démarche de l'écriture et d'interview pour ce livre, est-ce qu'il y a eu des choses qui sont venues te remuer ou venues t'éclairer des choses que tu t'as fait waouh? C'est plus d'un point de vue global en fait. J'étais parti pour me planquer en fait, pour tout te dire. C'est-à-dire que j'ai interviewé un maximum de personnes autres que moi pour me planquer, finalement, pour pas me montrer moi, pour pas me montrer qui j'étais. D'abord par peur de narcissisme, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup traumatisé à un moment donné de ma vie. Et puis sans doute une pudeur, en tout cas pas consciente à ce moment-là. Et une de mes amies qui a rédigé la préface là, j'étais arrivé à peu près à la fin de la rédaction du livre, etc. C'était intéressant. Il me manquait la conclusion, c'était pas encore complètement opérationnel. Et puis elle me dit, mais je sais ce qu'on va faire pour la conclusion. Je dis ah bon? Bah oui, on va faire une dernière interview. Ah, je dis ah ouais, t'as une idée, ouais, ça peut être chouette. Alors qui c'est que je vais pouvoir interviewer? Elle me dit non, t'as pas compris. C'est moi qui vais t'interviewer. Et là, gros silence, tu sais, non mais non, c'est là l'imposteur, tu sais le fameux imposteur. Oui. Quel bonheur celui-là. Et oui, bon bah d'accord, je vais essayer de donner mon avis sur le sujet. Et avec le recul, en relisant le livre comme un lecteur, parce que c'est pas simple, hein, quand on l'écrit, on se rend pas bien compte. Et en fait,
toutes les interviews révèlent une extrême intimité de moi. Extrême. Et si on lit ce livre au travers de... Si, vraiment, il faut que la personne ait que ça à foutre, mais admettons qu'elle ait envie de savoir vraiment qui est Emmanuel, en fait, en écoutant toutes ces interviews, on comprend qui je suis et ce qui est important pour moi et ce qui ne l'est pas, et c'est extrêmement intime, vraiment. Donc ouais, ça m'a pété au visage, tu sais, un truc violent, et à tel point que je voulais pas le publier à la fin. Hein, Ah oui, carrément. Ah bah oui, ben là, attends, tu te mets à poil. Alors l'imposteur revient au galop, mais qui c'est que ça va intéresser, et patati. Bref, tu vois. Ça. Tu t'es senti vulnérable? Oh là, tellement. Et c'est étonnant parce que vulnérable, c'est un mot intéressant. Il y a à la fois cette pensée de l'intime et cette pensée aussi de la fragilité. Mais le choix n'est pas encore fait quand tu dis vulnérable, tu sais, entre les deux. Comme s'il y avait un choix à faire. Alors, est-ce que tu veux être dans ton intimité, ou est-ce que tu veux être dans ta fragilité, en fait. Et donc, dans cette vulnérabilité, j'ai été complètement dans la fragilité à la fin du livre, parce que c'était ça qui se révélait à moi. Et finalement, j'ai choisi de partager mon intimité plutôt que ma fragilité. Parce que, voilà, il y a une pensée peut-être plus philosophique, sociétale, qui me protégeait un peu, je pense. Si tu veux que je te dise tout. Et j'avais passé sur une question, du coup, comment on met ça en pratique? Comment on peut peut-être inspirer les personnes à mettre en pratique cette adéphité? Est-ce que ça peut commencer peut-être par un domaine de sa vie, de ressentir ses énergies et voir comment on peut ensuite le décalquer sur les autres domaines de notre vie? Ce que je trouve intéressant, tu vois, tout au début du livre, comme je te disais, j'ai mis des tableaux féminin, masculin, j'ai mis yin-yang, j'ai mis encore un autre truc, bon bref, simplement de temps en temps de se poser et d'aller observer les différents secteurs de vie. Hein. Tu sais, on a 5 secteurs de vie. On a soi, son corps, son individualité, les sentiments, son couple, ou la façon dont on le vit. Hein. J'ai déjà eu des troubles en séance, donc ça peut être trouble ou couple. Hein. Je suis pas raciste. Voilà. Les amis, ça c'est un des piliers extrêmement importants. Notre famille, donc vraiment ce que l'on constitue comme étant sa famille, qui est un autre pilier, et le dernier pilier, notre travail. Et donc d'aller visiter nos 5 piliers de vie au regard de cette alliance du féminin-masculin, et de se dire, prendre conscience à quel moment j'ai été dans le féminin, à quel moment j'ai été dans le masculin, est-ce que, en gros, je nourris suffisamment ces 2 énergies en moi. Il n'y a pas de notion d'égalité, hein, évidemment, d'équilibre parfait, mais est-ce que je les nourris suffisamment? Voilà. Je crois que tu vois, c'est pas très compliqué. Simplement penser à son féminin et penser à son masculin tous les jours. Voilà. Et dans le travail, de se dire, tiens, dans mon travail, est-ce que j'ai pu exprimer suffisamment mon féminin? Est-ce que j'ai pu exprimer suffisamment mon masculin quand je mets pas de limite et que je me fais bouffer, quand je suis trop dans les chiffres et puis pas assez dans l'empathie, dans la relation. Enfin, voilà, tous ces éléments-là, en fait, faire vivre, vraiment, je peux pas dire mieux, faire vivre ces énergies dans chacun de nos domaines de vie, autant dans l'énergie du féminin que dans l'énergie du masculin. Je pense que ça, c'est la manière la plus pratique. Et du coup, on n'a pas à prendre parti, on n'a pas à augmenter ou diminuer, simplement nourrir. J'aime bien le terme nourrir. Parce que finalement, si on te donne un biscuit, on te nourrit. Bon, ok, si on te donne une entrecôte aussi, on te nourrit. Donc il n'y a pas de notion de quantité, de qualité. Chacun y met ce qu'il a envie de mettre. Et c'est cette prise de conscience qui change tout. Je sais plus dans quelle interview il y avait un bout de phrase que j'aimais beaucoup qui parlait d'autonomie et de complétude. Ce que tu exprimes, ça me fait penser à ça. D'aller
par soi-même découvrir, ou en tout cas prendre conscience de ces énergies-là pour devenir complet. Et tu sais, c'est le fameux terme, on dit tout le monde finalement aspire à être heureux, mais le terme que j'aime plus employer, c'est accomplir. Dans ce sens, comme tu disais, complétude, devenir complet. Alors, bien entendu, il s'agit d'une chimère, hein, parce qu'on l'atteint jamais, cette complétude absolue, mais c'est un joli chemin, en tous les cas. Et c'est pour ça que je parle de ces 5 piliers de vie ou domaines de vie que je viens de décrire, parce que ça nous permet quand même de balayer une bonne partie de nous et de notre environnement. Et oui, se mettre en harmonie, en cohérence avec qui on est profondément. Oui, merci pour ces 5 domaines, ces 5 clés qui peuvent peut-être être un début, un départ pour certains. Et juste sur ces 5 domaines de vie, en coaching, on les utilise beaucoup. On te demande finalement au début du coaching, alors moi je le fais pas comme ça, hein, mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai appris. On te demande au début du coaching de scorer ces 5 domaines de vie, de 1 à 10. Et donc à la fin de ton coaching, on te demande de scorer à nouveau pour voir l'évolution. C'est assez intéressant. Dans le coaching classique, on aime bien ces éléments très masculins, très cadrans, très numérotés, normés. Donc t'as compris que je les aimais pas trop. Il n'empêche que c'est pas inintéressant. Et là, si nos auditeurs voulaient reprendre ces 5 domaines de vie, donc l'individu, les sentiments, couple, etc., les amis, la famille et le travail, et vous prenez là sur un petit bout de papier, et puis vous scorez de 1 à 10, 1 étant catastrophique, 10 étant extraordinaire. Comment vous vous sentez dans ces... Comment vous vous sentez dans ces 5 piliers de vie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au regard de cette notation que vous aurez obtenue, vous essayerez de dire et si je faisais plus danser mes énergies du masculin et du féminin dans ces piliers de vie, est-ce que ça s'améliorerait pas assez naturellement? Et enfin, quand je donne la question, évidemment, je sous-entends la réponse, un petit biais de c'est moche, c'est presque de la manipulation. Donc, mais à coup de pas. Mais en fait, vous avez compris le principe. Dans ton livre, tu parles de possiblement ton futur livre. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Est-ce que tu peux l'évoquer? En fait, je l'avais commencé avant. J'ai presque plus qu'à moitié fait déjà. Mais j'ai écrit celui-ci entre-temps. Et il fallait bien qu'il y en ait un qui sorte. Donc voilà. Et celui-là était une urgence. Et puis c'était comme un peu les fondations. Oui, c'est pour ça aussi que j'avais envie de te poser la question. C'est qu'il y a un lien entre... Ah oui, il y a un gros lien, oui, puisque le deuxième livre s'appelle « L'entreprise est une femme comme les autres ». Donc, où là, j'ai tout un processus qui permet d'amener une entreprise lambda à devenir une entreprise positive, ce que moi j'appelle positive, là, ce que Isaac Gates appelle, lui, l'entreprise altruiste, ou une entreprise ressource, enfin, on peut l'appeler de plein de manières différentes, où c'est à la fois un lieu où la performance et l'efficacité sont importants, et en même temps, où c'est un lieu où il fait bon et bien vivre ensemble. Donc, je pense qu'on a à peu près tout dit quand on a dit ça. Et en parallèle, un chapitre sur 2, c'est un roman. J'essaye des trucs bizarres, moi. Tu sais, j'aime bien le truc. Et du coup, tu penses publier ça quand? Il faudrait que je me remette à l'écriture, déjà. Je m'étais dit, j'attends jusqu'à cet été. Bon, puis finalement, je vais attendre jusqu'à cet hiver. Bon, je crois que je vais m'y remettre en janvier. Donc, j'aimerais bien pouvoir le publier l'année prochaine. Après, celui-ci, le premier, je l'ai fait en auto-édition. C'était un choix parce que les maisons d'édition me demandaient, quand elles acceptaient, ce qui est pas fréquent non plus, elles me demandaient de les faire rentrer dans une ligne éditoriale, etc. Et j'ai un peu de mal, moi, avec la contrainte, t'as compris. Oui. Dans des cases, c'est hyper compliqué. Oui, ça me parle. Ça te parle. Et donc, la liberté que ça m'a amené était nécessaire pour ce premier livre. Le deuxième livre, d'un point de vue de la présentation, je suis moins figé.
Donc je vais peut-être tenter aussi par une maison d'édition, on va voir ça. Et donc du coup, ça rallonge de 3 à 6 mois le processus. C'est moins spontané, mais c'est peut-être aussi plus diffusable. Je sais pas, à voir. Donc c'est un vrai projet. Mais du coup, je suis vachement emmerdé. Il va falloir que je trouve une idée hyper originale pour la préface. J'ai déjà tout utilisé là. J'en suis sûr que tu trouveras. On arrive à la fin de cet échange très vivant. Et est-ce que tu as un mot que tu souhaiterais nous partager pour terminer? Oui, parce que il y a un sujet qu'on n'a pas encore assez abordé. Je t'incite à faire une demi-heure de plus. Non, c'est le sujet des hommes, parce que tu m'as posé la question tout à l'heure, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, c'est pas au niveau de ce que j'ai répondu. Et ben, continuons alors. Ouais. Faisons avec ce qui est vivant, ça me va. Ouais. Parce que je suis troublé de ça. Je suis troublé de cette. Il y a une prise de pouvoir qui a été mise en place par les femmes, à juste titre, on le disait tout à l'heure, pour pouvoir trouver une place dans notre société, une place légitime. Et du coup, il y a eu une déstabilisation des repères. Hommes. Repères, tout mot. Pour les hommes. Et on a beaucoup de réactions d'hommes qui sont perdus, qui savent pas comment exprimer leur virilité, qui savent pas comment exprimer leur sensibilité, qui savent pas comment exprimer leur intelligence, et où certaines femmes ont du mal à leur laisser de la place à nouveau. Il y a cette espèce de danse qui est un petit peu chaotique parfois entre les hommes et les femmes. Et je me retrouve avec soit des hommes qui sont trop caricaturalement restés dans le patriarcat et dans le fonctionnement d'avant, en fait, si je devais dire un peu les choses. Et puis, beaucoup d'hommes en questionnement qui n'osent pas s'exprimer, qui vont assez peu finalement dans le développement personnel parce que c'est trop risqué. Confrontant. Confrontant, risqué émotionnellement, effectivement. Et c'est pas très popularisé, c'est-à-dire que c'est pas forcément bien vu. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a cette peur du jugement qui est en permanence présente chez les hommes, je retrouve beaucoup. Et j'adore accompagner les hommes. Il se trouve que j'avais commencé par accompagner plus d'hommes, quels que soient les domaines d'activité, et plus ça va, plus c'est des femmes qui viennent à moi. Donc je ne boude pas mon plaisir, j'aime beaucoup aussi. Mais je trouve que il faut qu'on leur redonne cette légitimité, ce désir de prendre en main leur destin, leur vie, leur féminin et leur masculin. Voilà, on te parle souvent de cet homme alpha là, cette espèce de Graal. Graal, oui. Oui, ben pourquoi je te dis ça? Parce que comme j'ai beaucoup de femmes en thérapie, c'est la caricature de ce qu'elles me demandent d'un homme. Oui, alors, moi, je voudrais absolument. Elles te font la liste, tu sais, de Père Noël. Et elles te font finalement une liste ahurissante d'un mélange quasiment égal entre l'homme alpha et l'homme hyper féminin. C'est le truc est infaisable, c'est-à-dire qu'il faut qu'à la fois, tu sais, tu sentes le cambouis avec des tatouages, des cicatrices, le cuir, enfin l'espèce de caricature qui prend sauvagement, etc. Et en même temps, mais quelqu'un qui est capable d'écoute, d'empathie, de sensibilité. Et c'est étonnant. Et donc les femmes sont paumées, les hommes le sont aussi. Oui, il y a encore beaucoup de choses qui sont ancrées inconsciemment. Moi, ce que je constate, c'est assez troublant que ce côté femme ou côté homme. Et je me suis vu dire à des hommes qui étaient comme ce qu'on est en train de faire, qui étaient d'une grande sensibilité, d'une grande douceur. Et donc ce que j'aime le plus chez un homme, mais de leur dire merde, sortez vos couilles, tapez du poing sur la table, enfin posez des limites, enfin parce que justement ils n'osent plus de peur de tomber dans une caricature d'eux-mêmes. Donc il y a beaucoup de le terme qui me vient tout de suite sur les hommes d'aujourd'hui, il y a un caractère très inhibé et qui me rend vraiment triste profondément parce que je
partage cette tristesse. À l'heure où on Mais enregistre cet épisode, c'est ce que je ressens en fait, que ces hommes peut-être inhibés, nous hommes inhibés peut-être, je pourrais m'inclure aussi là-dedans, qu'on porte plus notre voix, qu'il est temps qu'on sorte de la tanière, de se montrer. exactement. Et c'est pour ça que je suis très content d'avoir croisé ton chemin. D'autres personnes aussi dans des cercles d'hommes qui me contactent et je suis très content. C'est encore trop peu et ça c'est pas une critique. C'est C'est un juste constat. un constat et même une petite Mm. tristesse. Et c'est pour ça que finalement je me rends compte avec le recul que mon engagement de féministe doux, néo-féministe, est peut-être une des façons d'aider les femmes à mieux se positionner sur leurs demandes, tous les cas de pouvoir montrer un visage tout autant viril que sensible et capable de prendre une cause qui est un peu différente de celle qu'on aurait eu tendance à m'attribuer d'origine. Donc voilà. Je suis pourtant, j'ai pas envie moi-même d'aller trop dans ce travail avec les hommes en tant que tel, de m'y spécialiser. Ce qui vient plus à moi, c'est le travail avec les femmes. Mais par contre, je suis persuadé que c'est une voie nécessaire. Ça se travaille un peu partout, je pense. De toute façon, il y a besoin d'amener certaines femmes plus dans leur féminin que dans leur masculin, et inversement, comme des hommes plus dans leur féminin. Et bref. Mais il y a aussi un rapport très intéressant avec la sexualité, tu vois. Oui, je vais mettre les pieds dans le plat. Que tu abordes, ouais. Parce que sous-entendu, d'abord, on revient sur la notion dans la sexualité performance. C'est vraiment la chose qui obsède les hommes la plupart du temps. Cette érection, cette performance, il y a vraiment quelque chose de très lourd à supporter en tant que tel. Et puis le féminin chez les hommes est assimilé à l'homosexualité. Alors, il se trouve que j'ai pas de problématique avec l'homosexualité, loin s'en faut, mais je trouve ça pas juste de le caricaturer et que j'ai eu dans mes patients comme ils me disent, je suis très gay friendly. Bon, je sais pas pourquoi, c'est estampillé comme tel. Bon, c'est pas été cherché non plus, mais j'ai trouvé des hommes qui étaient extrêmement machos en étant homosexuels, tu vois, et des hommes d'un énorme féminin, d'une grande sensibilité et qui étaient tout à fait hétéros et pas de sujet là-dessus. Et donc pas de lien avec l'orientation sexuelle. Et je trouve que c'est pas juste. Tu vois. Oui, c'est ce qui bloque, je pense, encore tout un développement de certains hommes. C'est que il y a eu, moi, je suis passé par ça, et pour avoir accompagné beaucoup d'hommes en cercle, j'en connais beaucoup qui sont passés par ça. C'est tout de suite l'homme sensible, ça définit son orientation sexuelle. Et c'est, il y a pour moi, j'ai envie d'inviter les hommes à assumer cette part de sensibilité, quelle que soit leur orientation. Mais tellement. Alors, moi, ça me paraissait tellement logique, ma sexualité, tu vois, je suis allé beaucoup la chercher, la questionner. Donc, je me suis posé la question à un moment donné, est-ce que je suis homo, est-ce que je suis pas homo? Tu sais, je me suis posé finalement, est-ce que je suis pas en train de me cacher un truc à moi-même? Je me suis dit, à force d'avoir ce féminin, et donc j'ai pu y répondre assez sereinement, donc ça, je suis plutôt content. Et puis le tantrisme m'a énormément apporté aussi là-dedans, parce que ça nous avec Nathalie Vieira là, qui est dans le livre aussi, et Nathalie Desforges, Giraud Desforges, qui est une sexothérapeute aussi fabuleuse là-dedans, et qui, si tu veux, ça te permet d'aller expérimenter ton adelphité dans ta sexualité, à proprement dit, le tantrisme pour moi. C'est un moment où tu t'acceptes d'être envahi de tes vagues de féminin, de tes vagues de masculin, de ta puissance, de ton hypersensibilité, de tes émotions, et ça c'est hyper intéressant, c'est réjouissant. Et si tu regardes bien, la plupart des hommes sont en difficulté de positionnement sexuel, justement. Non que leur orientation ne soit pas définie, mais même définie, elle est rarement très épanouie en fait. La pauvreté de la sexualité de tout le monde, même parfois nous-mêmes, elle est interrogeante.
Donc là, c'est intéressant. Et il y a un lien direct dans ce positionnement social, entre le positionnement social et la sexualité, ou l'expression de la sexualité, pour être plus simple. Et donc, je trouve que c'est des sujets qu'on aborde peu. On échangeait avec Jean-Philippe Ruette dans un épisode de la précédente saison sur la sexualité consciente. Et effectivement, je sais que durant l'interview, il y avait ce comparatif qui m'était mené entre notre façon de vivre en société et notre sexualité. Ouais. Et tout à l'heure, je demandais comment on peut peut-être commencer par un domaine de sa vie. Ça peut être, pourquoi pas, hein, justement, et à travers le tantra ou à travers d'autres pratiques, être un début de comment je peux vivre mon adelphité. Ben oui. Alors, c'est une proposition, moi, qui me plaît énormément, mais qui est très polémique, parce que ce que j'ai envie de dire à tous les hommes qui nous écoutent, c'est pour commencer à explorer cette adelphité, explorer votre propre sexualité, n'hésitez pas, ouvrez-la, et ça peut vous amener à des choses qui sont peut-être pas, comment je pourrais dire, politiquement correctes, mais qui font partie de l'expérimentation de la vie, quoi. Je crois qu'on s'enferme beaucoup, y compris dans les couples, dans notre société, on s'enferme énormément dans nos propres caricatures de nous-mêmes. Il y a beaucoup à détabouiser, comme dit Oui, c'est Nathalie Giraudet-Fort. J'adore ce mot, alors je lui ai piqué. J'adore détabouiser. Mais oui, tu sais, on parle souvent pour l'expérimentation des hommes de la zone anale, qui est une zone absolument taboue. Et je peux te dire que quand on pratique comment ça s'appelle, un toucher prostatique, putain, c'est incommensurable comme sensation. Incommensurable. Ceux qui n'ont pas encore essayé, prenez une professionnelle. Je sais, ça se dit pas, mais prenez une professionnelle pour vous le faire vivre, tellement c'est incroyable. Oui, ou aller soi-même à sa... C'est plus difficile, je trouve, oui. Mais bon, ouais. Moi, si je peux partager mon expérience, c'est comme ça que j'ai fait. Mais après... Oui. À tester. Oui. Je l'ai pas testé tout seul, non, j'avoue. Mais non, mais c'est hyper intéressant, et c'est vrai que c'est des choses dont on parle peu. En fait, quand on est entre groupes, qu'il y ait que des hommes ou qu'il y ait même des femmes, si on est amené à parler de sexualité, la seule chose dont on va parler, c'est finalement indirectement de notre performance et de la taille de notre pénis, qui est quand même putain, le pierre angulaire de notre sexualité. Ben oui, c'est vrai. Oui, non, on tombe encore dans cet aspect de comparaison dont on parlait tout à l'heure. Et moi, j'adore dire, en plus, surtout s'il y a du monde et que ça peut provoquer un peu, j'aime bien, de dire qu'on prend un pied absolument extraordinaire quand on n'est pas en train de bander, et que notre sexe est souvent plus sensible à ce moment-là en demi-molle, si je puis dire, qu'en érection complète, et qu'on n'a même pas besoin d'éjaculer pour prendre notre pied, et que alors, la plupart me regardent comme si j'étais un extraterrestre, et que c'est une bonne nouvelle quand on bande pas, parce qu'on peut du coup faire d'autres choses, quoi. Oui. Et puis, dans ce côté déconstruction, il y a aussi à déconstruire en face. J'en parlais avec une amie l'autre jour, et j'essayais de lui expliquer justement que si à un moment, bah, comme tu dis, on a une demi-malle ou voilà, ça, c'est pas que il y a plus d'envie, c'est que le corps à ce moment-là, il est dans une énergie qui fait que, et ça va repartir plus tard. Alors moi, j'ai toujours une tendance à te faire marrer. C'est comme si j'avais une relation avec mon sexe d'homme, là, mon pénis, presque une discussion. Et parfois elle fait ce qu'elle veut, et parfois c'est moi qui pilote, et c'est pas parce qu'il y a pas d'érection qu'il y a pas de désir. Et j'irais même plus loin, c'est pas parce qu'il y a une érection qu'il y a du désir. Tout à fait. Donc et puis cette éjaculation qui est mais bizarrement, je me suis rendu compte dans ma vie que c'était plus les femmes qui étaient embêtées que les hommes en tant que telles. C'est-à-dire que les femmes, si elles n'ont pas reçu cette onction divine qui donne la fin de la partie, l'éjaculation, elles considèrent que l'acte n'est pas complet. Il y a ce tabou-là. Même chez les femmes, oui. Ah ben c'est surtout chez les femmes, je te dis. Ah, surtout. Okay. Les hommes, quand ils ont compris que tu leur as expliqué comment jouir autrement qu'en éjaculant, et comment
tu éjacules un paquet de fois en te masturbant sans avoir aucun plaisir, sans donc aucune jouissance. Ils comprennent le principe, c'est assez facile. Les femmes, par contre, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi ça veut dire que je lui plais pas assez, ça veut dire que c'est pas complet avec moi, je l'excite pas, etc. Tu vois, il y a cette notion très très forte, beaucoup plus. Ça m'a surpris en tous les cas. Donc voilà, les hommes, on a besoin d'aller expérimenter, de se sentir en sécurité pour expérimenter, de se retrouver dans des relations qui nous permettent ça. Et je vous encourage tous à voir au moins 1 ou 2 fois un thérapeute de couple ou un sexothérapeute. Ouais, parce que c'est hyper intéressant de voir à quel point, même en discutant beaucoup avec sa partenaire, on a des idées préconçues sur l'autre. Et quand c'est dit devant un tiers, tous on a des surprises sur ce que l'autre pense vraiment. Et c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant. La communication. Oui, mais la communication, pas que de l'un à l'autre. Avec le fait d'avoir un tiers, ça change vraiment beaucoup de choses. C'est le cadre qui permet. Oui, oui, complètement. Oui, parce que j'ai des patients ou des patientes qui me disent ouais, mais mon mari m'avait déjà dit ça, mais je l'avais pas entendu, ou justement quand tu vois la thérapie de couple et puis tu viens de dire un truc que la femme a compris et le mec qui dit putain, mais tu vois, ça fait des années que je te le dis. Oui, mais c'est pas pareil. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin de faire une thérapie de 15 ans. Hein. Mais quelques séances, moi je considère ça un peu comme de l'hygiène. Oui. Quelques séances de couple, 1 ou 2 séances par an, ça peut être pas mal, histoire de voir si on est... Tu sais, j'aime bien cette métaphore de la station radio, tu sais, pour voir si on est sur la même longueur d'onde. Sur la même fréquence. À la même fréquence. Et je trouve que c'est assez juste. Et en amitié aussi. Parce qu'en fait, dans les amitiés, c'est quasiment exclusivement de l'implicite. Les amitiés sont très peu explicites, et les amitiés entre hommes encore plus. Oui. Qu'est-ce que tu entends par amitié? Parce que moi, je mets ça et ça dedans, et toi, qu'est-ce que tu en mets? Ah ben non, pas tout à fait, ok, on se règle. Mais ça n'arrive jamais. Alors que dans les couples, finalement, on se dit quand même un certain nombre de choses, et puis pour ceux qui se sont mariés, au moins à ce moment-là, ils ont entendu les trucs du maire ou du curé qui leur donne ses prérogatives, quoi. Donc on peut dire qu'il y a eu à un moment donné un calage quand même. Alors qu'en amitié, peu. Enfin, voilà. Donc je voulais remettre une petite couche sur les hommes, si je puis me permettre l'expression. Mais parce que je suis extrêmement solidaire de cette difficulté d'être un homme aujourd'hui, et qui, dans ma démarche de féministe, ne peut pas être mis en compétition avec l'empathie que j'ai vis-à-vis des femmes, parce que c'est ce qu'on peut me ressortir parfois. Donc voilà, je pense que nous avons notre place aussi à fabriquer après en post-patriarcal, en fait. On a vraiment notre place à fabriquer, et elle doit être fabriquée sur mesure, donc en conscience. C'est tout à fait ce que je ressens, et ce podcast en est un outil, en tout cas une façon d'inviter à prendre cette place, ou à fabriquer cette place, comme tu as dit. Merci Emmanuel. Bon, on fait pas une autre demi-heure? Franchement, on pourrait presque, parce que là, tu vois, là, depuis qu'on est parti sur cette thématique, j'avoue, j'ai pas vu le temps passer. Mais je propose qu'on s'arrête là, et que peut-être ça fera partie d'un autre espace. En chic, alors. Donc on rappelle que du coup que ton livre Liberté, Équité, Adelphité est disponible sur Amazon, essentiellement. Ouais, vu que t'es en auto-édition. Et puis voilà. Et puis écoute, je te souhaite une bonne continuation dans ton Adelphité. Ouais. Et puis en espérant que ça puisse inspirer, questionner. C'est ça. C'est déjà pas mal. Merci Loïc, en tous les cas, pour ton accueil et ta douceur. Merci Emmanuel. C'était un beau moment. À bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques
ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, Domahome Podcast, tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.